suis guide conférencière pour le service patrimoine de la ville de Boulogne-sur-Mer et j'ai énormément de plaisir à vous présenter cette affaire qui me tient beaucoup à cœur ce soir. C'est l'affaire May Daniels. Pour vous expliquer rapidement, j'ai découvert cette histoire dans un recueil de chroniques judiciaires il y a une quinzaine d'années lors d'un vide-maison. J'ai ouvert un livre qui reprenait quelques affaires criminelles qui s'étaient passées à Boulogne-sur-Mer et le titre d'une de ces chroniques, Une nurse disparaît, m'a interpellée et je me suis vraiment plongée dans cette histoire qui est une histoire peut-être sans dénouement, en tout cas d'après la chronique judiciaire que j'ai lue, qui avait été rédigée dans les années 80 par un avocat boulonnais du nom de Maître Normand. Ça évoque peut-être quelque chose pour certains d'entre vous. Bonjour messieurs, dames. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir vous raconter une histoire qui s'est passée dans le Boulogne des années folles. Boulogne, à cette époque, ne ressemblait pas tout à fait à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Le début de l'histoire se situe sur l'extrémité du quai Chanzy, juste à côté du pont Marguet, puisqu'à cette époque, c'était à cet endroit que venaient accoster les malles qui venaient déposer les excursionnistes britanniques, ravis de pouvoir découvrir les plaisirs, les joies de la belle ville de Boulogne-sur-Mer. Des rotations quotidiennes étaient effectuées. C'était à chaque fois un grand moment pour les Boulonnais qui venaient les accueillir. Les margas venaient essayer de grappiller quelques pennies à ces gens prêts à dépenser leur argent dans la ville. Ce jour-là, c'était le 6 octobre 1926. C'était le dernier voyage de la saison d'un paddle steamer, un navire qui effectuait pendant la saison estivale des liaisons entre la ville de Brighton et la ville de Boulogne-sur-Mer. D'ailleurs, cette coutume s'est perpétuée pendant encore quelques décennies. Les Anglais pouvaient venir à Boulogne sans avoir leurs papiers. On les appelait les no passports. Ils venaient pour quelques heures, profiter du casino, profiter des spectacles, donnés d'ailleurs à la fois en français et en anglais au théâtre de Boulogne-sur-Mer et également au théâtre du casino Le Palais de Neptune. Puis pouvaient aussi profiter des restaurants, des nombreux bars qui les accueillaient. Tout le monde parlait anglais à l'époque à Boulogne-sur-Mer. Avant de repartir le même jour, c'était la condition d'ailleurs, pour pouvoir venir en tant que no passport, c'était de réembarquer juste après avoir passé quelques heures dans Boulogne.
Il faisait beau ce jour-là, le 6 octobre 1926, et au moment de repartir, le commandant du Glengower, comme à son habitude, il s'assure que tous les passagers enregistrés et qui avaient débarqué ce jour-là aux alentours de 14 heures, eh bien réembarqués pour repartir à Brighton. Or, il manquait à l'appel 2 passagères. 2 jeunes filles, âgées d'une vingtaine d'années, toutes les 2 infirmières au City Hospital de Birmingham en Angleterre, et comme le veut l'usage, les autorités locales, la police de Boulogne-sur-Mer est prévenue de leur absence. Malgré tout, le Glengower prend le départ et on le voit très rapidement s'éloigner des quais sans que les 2 jeunes filles n'aient réapparu. On les recherche dans la ville car les autorités locales prennent les choses au sérieux. Elles n'avaient pas le droit de ne pas se présenter à l'embarquement. Mais malgré beaucoup de recherches, malgré une investigation dans la ville de Boulogne, les 2 jeunes filles ne sont pas retrouvées. En tout cas, pas dans les heures qui suivent leur disparition. On commence un peu à s'inquiéter. Ce n'est que le surlendemain du départ du Glengower que l'on prévient le juge d'instruction Rosé, qui avait commencé à s'occuper de l'affaire, qu'une des 2 jeunes filles a été retrouvée. Et cette jeune fille, elle a été retrouvée dans un couvent. Un couvent qui se situait à l'époque rue Charles Butor et qui s'appelait le couvent de la protection de la jeune fille. Très peu de temps après avoir été retrouvée, juste après avoir déclaré rapidement aux policiers boulonnais la manière dont les choses s'étaient passées, elle a pu repartir en Angleterre. Et malgré tous les efforts, elle ne dira jamais rien de plus que ce que je vais vous dire maintenant. Les 2 jeunes filles s'appelaient May Winifred Daniels et Gladys McCarthy. La jeune fille qui a été retrouvée dans le couvent de la protection de la jeune fille le surlendemain de la disparition des 2 demoiselles, c'était Gladys McCarthy. Elle était seule. May Daniels ne l'accompagnait pas. Voici les déclarations que Gladys McCarthy a faites aux policiers lorsqu'ils l'ont interrogée la première fois. Selon elle, peu de temps après le moment du départ du bateau pour Brighton, May Daniels se serait absentée en prétextant devoir se rendre aux lavatories, aux toilettes. Elle ne serait pas réapparue. Gladys McCarthy aurait donc été à sa recherche. N'étant pas elle-même en possession des billets, elle ne l'aurait pas retrouvée. Bien embêtée, elle aurait fini par se diriger vers la ville, aurait erré quelque temps sur les quais, aurait vu le Glengower s'éloigner, puis aurait décidé de passer la nuit dans la gare ferroviaire de Boulogne-sur-Mer, qui se situait à l'époque juste à côté de la gare maritime. Ensuite, elle aurait été demander de l'aide au consulat d'Angleterre, qui se situait à l'époque rue d'Alger, dans le quartier de Capécure, qui bien sûr à l'époque ne ressemblait pas du tout au Capécure d'aujourd'hui, qui était un quartier de Boulogne avec ses maisons, ses habitations, ses commerces, sa place, son église. Et puis, très brusquement, très rapidement, elle aurait pu être exfiltrée en Angleterre sans que l'on puisse avoir d'autres explications que celles qu'elle a données très furtivement. Les recherches battent son plein pour retrouver May Daniels dans Boulogne, d'autant plus que les Britanniques commencent à s'inquiéter, la famille de May Daniels commence à s'inquiéter. Il y a 2 points de vue. Le point de vue des Anglais, qui se demandent ce qui a bien pu arriver à cette jeune fille, qui imagine un peu Boulogne-sur-Mer comme un coupe-gorge, où une pauvre jeune Anglaise aurait disparu, et le traitement fait par la presse française, qui voit les choses différemment et qui se dit que peut-être elle n'était pas venue à Boulogne avec de bonnes intentions, en tout cas peut-être pas pour faire du tourisme.
Et ça a été toujours les points de vue des deux presses, hein, la presse britannique et des pays du Commonwealth, et la presse française. Ils ont toujours gardé cette manière de voir les choses très opposée. Le doute commence à s'installer dans la tête des enquêteurs. D'autres témoignages, plus ou moins fantaisistes, ont également mentionné que les deux jeunes filles auraient été aperçues sur le quai Gambetta au moment où le Glengower appareillait. En tout cas, les recherches restent vaines. Dans Boulogne-sur-Mer, on ne parle que de ça. Les conversations vont bon train, que ce soit au café ou à la petite pompe du coin. On interroge énormément de monde. Évidemment, les témoignages commencent à affluer. Fantaisistes, réalistes, mais il y en a quelques-uns qui suscitent l'attention du juge Rosé et de son équipe. Le premier témoignage qui est intéressant, c'est celui d'une Boulonnaise qui s'appelle Fernande Allot. Cette dame a le mérite de parler couramment l'anglais. Selon ses dires, elle aurait croisé une première fois Gladys McCarthy, en tout cas d'après la description qu'elle fait de la jeune fille, c'était Gladys McCarthy, dans la matinée du 7 octobre, dans le quartier de Breckrec. Le 7 octobre, c'est donc le surlendemain de la disparition de May Daniels et du départ du Glengower. Elle lui aurait demandé une première fois si elle avait besoin d'aide, car visiblement Gladys avait l'air perdue. Puis elle l'aurait croisée une seconde fois, cette fois-ci sur les quais, le long du port de Boulogne-sur-Mer. Et là, elle lui aurait proposé de l'aide. Et c'est à ce moment-là qu'elle lui aurait proposé de la conduire au couvent de la protection de la jeune fille. Bien évidemment, on va interroger la mère supérieure de ce couvent. Sœur Madeleine explique quelque chose d'assez troublant. Gladys McCarthy lui aurait demandé de mentir. En effet, elle est arrivée au couvent pour passer la nuit du 7 au 8 octobre. Or, elle aurait demandé à la mère supérieure de dire, au cas où on l'interrogerait, qu'elle avait également passé la nuit du 6 au 7. C'est là que les choses deviennent un peu suspicieuses. C'est là où on peut commencer à s'interroger. Pourquoi aurait-elle donc menti? Elle n'était donc plus en compagnie de May Daniels. On interroge les employés de la gare maritime, mais également de la gare ferroviaire. Vous vous souvenez que dans les déclarations de Gladys McCarthy, elle aurait prétendu que May Daniels l'aurait quittée peu avant le départ du paddle steamer, en possession des billets, pour aller aux toilettes. On interroge donc la veuve Lucas, préposée aux toilettes de la gare maritime. Elle est formelle. Aucune Anglaise perdue n'a été vue. Elle se souvient très bien de ce qui s'est passé. Elle a l'habitude des gens qui cherchent d'autres personnes. Ça la marque. Et là, ce n'était pas le cas. Il n'y avait rien de suspect et elle ne se souvient pas de jeune fille correspondant à la description de May Daniels ou de Gladys McCarthy. Gladys McCarthy a prétendu avoir passé la nuit dans la gare ferroviaire, située à côté de la gare maritime. On va donc interroger le personnel de la gare, et eux également sont formels. Personne n'aurait pu passer la nuit dans la gare, puisque celle-ci ferme à partir de 23 h, juste après le départ du rapide pour Saint-Omer, le dernier train de la journée. Ensuite, la gare est fermée, et ce ne sont que les équipes de nettoyage qui sont présents jusqu'à 4 h du matin. Et les agents de nettoyage sont formels. Personne n'a passé la nuit dans la gare, dans la nuit du 6 au 7 octobre 1926. On va commencer un petit peu à avancer pour garder un peu de suspense. Venez avec moi. L'hiver passe,
Nous sommes désormais le 27 février 1927, soit près de 4 mois après la disparition de May Daniels. En fin de matinée, un fermier du nom de Jean Euchin rentre en direction de sa ferme située au hameau de la Poterie. D'ailleurs, cette ferme existe toujours. Il est accompagné de son cheval, mais également de son chien. Il se dirige sur la route entre la colonne Napoléon et le hameau de la Poterie, qui n'est à l'époque qu'un chemin. Et le chien de ce fermier, qui a l'habitude de gambader autour de lui et de son cheval lorsqu'ils rentrent de leurs travaux des champs, se met à avoir une attitude un peu particulière. Il s'approche d'un bosquet de ronces et commence à marquer l'arrêt, comme si un lapin était présent dans les fourrés. Mais Jean Euchin a l'habitude de son chien, et la manière dont il essaie de gratter à l'entrée des fourrés n'est pas la même que d'habitude. Alors il est intrigué. Il s'approche du fourré et, à l'aide de sa fourche, écarte les branches de ronces, et il s'aperçoit que juste à l'entrée du bosquet, il y a un morceau de tissu mauve. Et en se faufilant un peu parmi les branches, il voit un corps très abîmé. Il ne reste pas, il se dirige directement à la gendarmerie pour expliquer sa découverte. Mais très rapidement, il fait le lien entre ce qu'il vient de trouver et la disparition de la jeune Anglaise quelques mois plus tôt. Dès que la nouvelle est connue par les enquêteurs, il se précipite dans le bosquet et très péniblement se rend à l'évidence qu'effectivement il y a bien un corps. La nuit tombe, il est assez tard, nous sommes en février, la nuit tombe vite, ce qui fait qu'ils ne peuvent rien faire et décident de placer 2 plantons devant le bosquet pour monter la garde jusqu'au lendemain matin, car les curieux commencent à arriver. Jusqu'au milieu des années 1980, on trouvait sur les lieux de la découverte du corps de May Daniels une petite borne. Et ça n'est que le lendemain matin que l'on commence à procéder aux constatations d'usage et aussi à penser à déplacer le corps. Alors déplacer le corps, ce n'est pas une mince affaire, parce qu'il ne reste pas grand-chose du corps. Et je vais vous lire le rapport qui a été fait au moment des constatations. Le cadavre est étendu sur le dos, très légèrement incliné sur la droite, la tête penchée du même côté sur l'épaule qui est à demi enfoncée dans le sol, les bras écartés, arrondis au-dessus de la tête, poings fermés et crispés. La morte porte un manteau-robe bleu marine, un jumper de soie, une combinaison Liberty, des jarretelles, un corset rose, un petit bracelet en or au bras gauche, un chapeau de soie mauve pailleté renversé derrière la tête, et les mains sont gantées de blanc. Sont retrouvées à proximité immédiate du corps une boîte métallique. D'ailleurs, celle-ci sera retrouvée grâce au trépied du photographe. Une bouteille d'alcool à peine entamée, une seringue de Pravaz, une aiguille recourbée, un très petit sac contenant un demi-penny et 3 farthings, c'est-à-dire de la menue monnaie, 2 billets pour un spectacle dans un théâtre de Londres en date du 5 octobre 1926, soit la veille de l'arrivée du Glen Glower à Boulogne-sur-Mer.
Le dernier objet trouvé, c'est une petite ombrelle fichée dans le sol, probablement ce que Jean Euchin a aperçu. Les suppositions vont bon train. De quoi est-elle morte? Est-ce que vous avez, vous, des idées qui commencent à venir? Madame, vous êtes très perspicace. C'est vrai. Vous vous souvenez que dans les objets retrouvés, il y avait de l'alcool, il y avait des seringues, il y avait des aiguilles. Bon, aiguilles recourbées, je pense que c'est plutôt quelque chose qui sert à recoudre. Hein. Mais c'est quand même un attirail parfait pour s'adonner à des plaisirs illicites. Vous savez, dans les années 20, c'était pas mieux qu'aujourd'hui. Hein. La drogue, l'héroïne, la cocaïne, tout ça, il y en avait. Et n'oubliez pas leur métier. Elles étaient infirmières. Et d'ailleurs, la presse française mise tout sur le fait que ces deux jeunes filles étaient des dépravées. Et qu'elles n'étaient pas venues à Boulogne pour faire du tourisme, mais peut-être pour une histoire un peu plus louche. Et le quartier général des journalistes, il était juste ici, dans l'hôtel Crystol. Il y avait tellement de journalistes qui couvraient l'affaire, hein, britanniques, mais aussi tous les pays du Commonwealth et français, que souvent les Boulonnais n'arrivaient même pas à utiliser la ligne téléphonique tellement elle était encombrée. On avance un petit peu pour continuer à réfléchir à l'histoire. Au petit matin du 27 février 1927, le corps est très difficilement transporté sur une plaque de tôle. Il reste très peu du cadavre de May Daniels, de cette jeune fille. On le transporte donc dans la salle des sapeurs-pompiers de 8000, qui se trouve d'ailleurs toujours aujourd'hui dans la rue de Lille. Si vous êtes curieux, vous pouvez regarder, la mention pompe à incendie est toujours visible sur le côté de la façade. C'est donc là, le 27 février 1927, qu'une première autopsie a eu lieu. Cette autopsie, elle est réalisée par un médecin légiste qui est également pédiatre, très réputé à Boulogne-sur-Mer, qui s'appelle le docteur Sevestre. Le docteur Sevestre est assez jeune. Il a son cabinet dans la Grand-Rue, c'est également l'endroit où il vit. Et tant bien que mal, il parvient à effectuer quelques constatations. Une des premières choses qu'il remarque, c'est une prothèse dentaire assez inhabituelle. Ce sont 2 dents oréfiées, soudées l'une à l'autre, à la mâchoire supérieure. Il ne voit aucune trace de violence. En tout cas, l'état dans lequel se trouve le corps ne lui permet pas d'avoir plus d'informations. Et l'autopsie ne permet pas aux enquêteurs de progresser. Le 1er mars, le frère aîné de May Daniels, qui s'appelle Harold Daniels, arrive à Boulogne-sur-Mer en compagnie d'un ami proche de la famille. Dans un premier temps, il ne parvient pas à rencontrer le juge Rosé, le juge d'instruction chargé de l'affaire. Donc il se dirige au cimetière de 8000, où le corps de la jeune femme a été entreposé en attendant la suite de l'enquête. Et là, il n'y a plus de doute. Les chaussures, les vêtements, et bien évidemment la prothèse oréfiée de la mâchoire permettent à Harold de confirmer que c'est bien sa petite sœur dont on a retrouvé le cadavre la veille dans le bosquet, près de la colonne de la Grande Armée. Le docteur Sevestre est décédé très jeune. Il est mort à l'âge de 46 ans, seulement 2 ans après l'autopsie qu'il a réalisée. Les mois passent. Un nouveau témoignage
parvient sur le bureau du juge Rosé. Ce témoignage, c'est celui du gardien de la colonne Napoléon. Il s'appelait André Chevalier. À l'époque, l'usage voulait que les vétérans de l'armée soient en charge de la surveillance des lieux. André Chevalier a donc expliqué aux policiers que le jour de l'arrivée du Glengower, c'est-à-dire le 5 octobre, dans l'après-midi, bien avant que le Glengower soit reparti, il aurait vu dans le parc de la colonne Napoléon 2 jeunes Anglaises qui avaient l'air de chercher un petit peu autour d'elles. Alors, lui s'est présenté à elles et leur a proposé, avec le peu d'anglais qu'il connaissait, de visiter le site et même de monter en haut de la colonne Napoléon. Les 2 jeunes filles l'ont regardé avec un air un peu hautain, méprisant, et se sont éloignées. Il a retenu cette anecdote, et il se targuait d'être physionomiste. Il avait commandé des malgaches. Alors, il est formel, les 2 jeunes filles qu'il a vues ce jour-là, le 5 octobre, c'était bien May Daniels et Gladys McCarthy. C'était l'après-midi du 5 octobre, le Glengower n'était pas encore reparti. Un nouveau témoignage arrive aux autorités locales. C'est celui d'une épicière, Madame Ernoux, qui avait sa boutique dans la rue de Beaumarchand. Une rue qui se dirige vers le plateau du chemin vert et qui mène de ce fait à la colonne Napoléon. Elle explique aux policiers que son fils était en permission. Elle a donc la date exacte, c'était le 7 octobre, donc le lendemain du départ du Glengower. Et son fils était en train de prendre le soleil, assis sur le perron, les quelques marches du perron de l'épicerie, dans la rue de Beaumarchand. Et en regardant vers le haut de la rue, il a vu arriver une jeune femme, les cheveux défaits, la mine fatiguée, visiblement perdue. Un petit échange s'est fait entre eux et elle lui aurait demandé à pouvoir se rafraîchir. Donc il lui aurait demandé si elle était allée visiter la colonne Napoléon. Elle n'aurait rien dit de plus, se serait dirigée vers un petit lavabo dans l'arrière-boutique, sous les yeux de Madame Ernoux. Puis, après avoir remis un peu d'ordre dans sa coiffure et s'être rafraîchi le visage, elle a disparu aussi vite qu'elle était arrivée pour redescendre vers le centre-ville. Harold Daniels ne veut pas croire que sa petite sœur est venue à Boulogne avec de mauvaises intentions, comme la presse française essaie de le faire croire. Il se décide à prendre un avocat. L'avocat choisi, c'est maître Lucien Sergent, un avocat très réputé à Boulogne-sur-Mer. Et en prenant cet avocat, cela permet de demander une nouvelle autopsie. Cette nouvelle autopsie va être réalisée non pas par le médecin légiste de Boulogne-sur-Mer, mais par un médecin légiste français, mais un ténor des prétoires, un ponte de la médecine légale en France, c'est le docteur Charles Paul. Le docteur Charles Paul est de tous les plus grands procès. C'est lui qui a autopsié le corps de Paul Doumer, le corps du docteur Petiot, et bien d'autres. Ce qui fait que lorsqu'il est présent dans un procès, le public, les jurés n'ont Dieu que pour lui. Il est excessivement connu. Figurez-vous que ce qui est amusant,
c'est que le docteur Charles Paul est natif de Boulogne-sur-Mer. Il est né dans la rue Ciblequin, le nom précédent de la rue Fédherbe. Il est revenu sur ses terres natales en venant faire cette affaire et il est né dans la rue Ciblequin. La rue Ciblequin, il y a le passage Ciblequin qui vous rappelle un peu. En fait, c'était le haut de la rue Fédherbe. Nous sommes désormais au mois d'avril et pour que les conditions de l'autopsie soient meilleures que celles du docteur Sevestre, le corps peut être transporté dans une morgue bien plus confortable et bien plus spacieuse. C'est la morgue de l'hôpital Saint-Louis de Boulogne-sur-Mer. Nous sommes au mois d'avril. Le docteur Paul arrive en compagnie d'un commis par l'express de 11h à la gare de Boulogne-sur-Mer. Dans un premier temps, il se rend au tribunal dans la ville haute pour prêter serment. Puis, il est accueilli par le juge Rosé, mais également par son confrère, le docteur Sevestre. C'est ici qu'on va procéder à cette nouvelle autopsie. L'hôpital Saint-Louis, le vieil hôpital de Boulogne, qui a fermé ses portes à la fin des années 70 pour laisser place à l'université du littoral. On a encore ce portail majestueux qui nous rappelle l'histoire de ce site. Et c'est ici qu'on va procéder à cette nouvelle autopsie. Ils se rendent à la morgue de l'hôpital Saint-Louis de Boulogne-sur-Mer. Et là, pendant plusieurs heures, le docteur Paul va réaliser une nouvelle autopsie. Il utilise des centaines de litres d'eau pour laver les petits os, les petits organes qui restent encore attachés au corps et essayer de faire parler les restes du cadavre de cette pauvre jeune femme. Je vais vous lire maintenant le rapport d'autopsie. Autopsie réalisée le 10 avril 1927 par le docteur Charles Paul. Malgré une putréfaction très avancée et la destruction partielle de certains organes du petit bassin et des parties molles du cou, on peut constater des traces de violence très nettes situées dans la région de l'omoplate droite, du flanc droit, de la région thoracique intérieure et de la fesse gauche. Au niveau des poumons et du cœur, on retrouve des petites ecchymoses, comme on en constate dans les asphyxies par strangulation ou suffocation. Hypothèse confirmée par la découverte d'os du larynx fracturé dans les restes du cou. Une minuscule fracture révèle donc un possible étranglement que le docteur Sevestre n'avait pas constaté à la première autopsie. Harold Daniels va pouvoir maintenant déclarer à la presse qu'il est convaincu que sa petite sœur a été assassinée. I am convinced that my sister has been murdered. La presse s'emballe, côté britannique. Dans quelle coupe-gorge la jeune May Daniels est-elle venue se fourrer? Boulogne est un port, avec ses trafics, avec ses mauvais garçons, avec sa prostitution. Les Français, eux, imaginent plutôt d'autres scénarios, notamment grâce à la découverte de la bouteille d'alcool et des seringues à côté du corps. En effet, cette mise en scène ressemble un peu à une partie de drogue qui aurait mal tourné. Cependant, en parallèle de l'autopsie,
dans un laboratoire de Lille, le professeur Vallée effectue des tests et injecte l'équivalent de ce qu'il manquait de la bouteille d'alcool dans un petit chien. Et le petit chien survit. Donc, il explique aux enquêteurs que la quantité d'alcool qui était présente dans la bouteille n'aurait pas suffi à la tuer. De la drogue, aucune drogue n'a été retrouvée à proximité, juste les instruments. D'autres témoignages commencent à affluer. Et même celui d'un commandant anglais, le commandant Bernard Stevens, qui convoque la presse chez lui, dans sa résidence à Ambleteuse, car, dit-il, il a des révélations à faire sur l'affaire May Daniels. Au moment où les journalistes se présentent dans son lieu de villégiature à Ambleteuse, ils constatent que les volets restent fermés. Et malgré leur insistance, personne ne leur ouvre. Ils vont prévenir les autorités. On retrouve le corps du commandant Stevens mort dans son lit. Semble-t-il de mort naturelle. Avouez cependant que la coïncidence est assez étrange. Bernard Stevens n'aura pas le temps de faire ses soi-disant révélations. Les rumeurs vont bon train à Boulogne-sur-Mer. On parle de traite des blanches, on parle de trafic de drogue. En tout cas, malgré quelques témoignages, on ne parvient pas à faire avancer l'enquête. Gladys McCarthy, elle, de son côté, reste obstinément silencieuse, se retranche derrière ses avocats à Londres, et à part une déclaration au Daily News qu'elle fera quelques jours après son retour en Angleterre, on n'arrivera plus jamais à obtenir quoi que ce soit d'elle. Pourtant, on a même essayé la voie diplomatique pour la faire revenir et parler. Rien n'y fit. Elle ne reviendra jamais en France. Elle ne fera plus jamais aucune déclaration, malgré qu'elle ait été mise en examen officiellement par le juge Rosé pour meurtre. Revenons à May Daniels. Donc on a des témoignages. On a une des deux protagonistes qui a disparu. Et on a maintenant cette autopsie qui confirme qu'elle a sûrement succombé à une mort violente. Arrive maintenant un nouveau personnage, haut en couleur, dans cette histoire. Au moment où l'affaire s'est passée, il habitait ici même, juste en face de l'hôpital Saint-Louis. Il est né en Égypte. Il s'appelle le docteur Soliman. En tout cas, il se prétend docteur. Et je vous reparle de lui dans quelques instants. On va se rendre dans une ruelle près du port, un peu malfamée, pour parler justement de ce personnage pas tout à fait... un petit peu suspect, vous allez voir. Un nouveau personnage entre en scène. Ce personnage haut en couleur se prétend docteur. Il s'appelle Pierre-Gabriel Soliman. Il est à Boulogne depuis quelque temps et loge au premier étage d'un café dans la rue Saint-Louis, pratiquement en face de l'entrée de l'hôpital. Ce prétendu docteur est né au Caire, en Égypte. Il a le teint olivâtre, il est glabre, il porte des petites lunettes rondes, il est assez grand, assez mince. Il se présente aux enquêteurs et explique que lui aussi, il a des révélations à faire dans l'affaire May Daniels. Il se rend donc au commissariat de Boulogne-sur-Mer, qui à l'époque se situait rue de la Providence dans la ville fortifiée, et explique à l'aide d'un traducteur qu'au mois d'octobre, tout début octobre, il a été approché par le directeur du YMCA. Le YMCA, c'était un lieu de villégiature très prisé par les Britanniques qui se trouvait à l'époque dans le château de la Falaise,
et dans la propriété du château de la Falaise, où l'on pouvait aussi voir des bungalows. Le docteur Soliman prétend qu'un jour, un courrier est venu frapper à sa porte pour lui porter une lettre, le convoquant au château de la Falaise. Le château de la Falaise est fermé pendant la période hivernale. De fin octobre à début février, personne ne s'y trouve pendant la période hivernale. Le château de la Falaise, ou YMCA, était tenu par un Gallois du nom de Monsieur Coles. Selon les dires de Gabriel Soliman, au moment où celui-ci s'est rendu au château de la Falaise, Monsieur Coles lui aurait proposé une bien vilaine transaction. Pour 60 livres, il aurait demandé au docteur Soliman de pratiquer des manœuvres abortives sur une jeune femme. Soliman prétend avoir refusé, ne voulant pas tremper dans de basses besognes. Évidemment, les autorités convoquent immédiatement M. Coles. M. Coles explique qu'il ne voit vraiment pas du tout de quoi ceux qui l'interrogent parlent. Et en fouillant dans sa mémoire, il se rappelle de ce monsieur Soliman et explique que celui-ci est bien venu le voir au château de la Falaise, mais pas du tout sur son invitation. Mais il était venu le voir pour essayer d'obtenir une aide financière, ayant prétendu que ses bagages auraient été perdus sur le paquebot qu'il l'a laissé en escale à Boulogne-sur-Mer et qu'il attendait l'argent de l'assurance. Soliman, avant d'arriver à Boulogne-sur-Mer, était à Londres. Il a vécu plusieurs années à Londres. Donc c'est en mettant ceci en avant, l'aide entre compatriotes, qu'il aurait été demander cette aide financière à M. Coles, aide financière que M. Coles a bien évidemment refusée. Comment le prouver ? Comme quoi, il faut toujours garder ses papiers. M. Coles a retrouvé dans un tiroir une lettre écrite de la main du docteur Soliman qui prouvait bien que celui-ci était venu lui réclamer de l'argent. Après quelques investigations supplémentaires, M. Coles a été mis hors de cause. Mais pourquoi Soliman est-il venu aux autorités ? Quel rôle a-t-il joué dans l'histoire ? Ce docteur Soliman, qui se fait passer pour un docteur en arrivant à Boulogne-sur-Mer, on essaie de savoir un petit peu d'où il vient. Et pour savoir d'où il vient, on interroge Scotland Yard à Londres, où celui-ci résidait avant d'arriver à Boulogne. On s'aperçoit qu'au vu de son pédigré, ce n'est pas quelqu'un de confiance. Il a commencé des études de médecine. Très vite, les professeurs ont jugé qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'université. Il a ensuite vécu de petits boulots plus ou moins honnêtes. Il a vendu des machines à écrire. Et il a même écrit des articles de presse dans des journaux en ayant présenté pour se faire engager une fausse lettre de recommandation de l'archevêque de Canterbury, rien que ça, qui s'est très vite révélé être un faux, ses employeurs au journal ayant constaté que les écrits qu'il produisait n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on demandait à un journaliste. À la suite de cela, il a été jugé à l'Old Bailey et il a été emprisonné. Puis, il s'est exilé à Boulogne-sur-Mer, comme parfois les Anglais qui cherchaient à se faire oublier faisaient à l'époque. En arrivant à Boulogne, il avait la réputation de s'adonner à divers trafics, notamment de drogue. Maintenant,
Intéressons-nous à May Daniels, May Winifred Daniels. Qui était-elle? Essayons un peu de faire son portrait pour comprendre qui était cette jeune Anglaise. Née au tout début du XXe siècle, dans une famille de la upper middle class galloise, à Chester. Ses parents étaient de fervents croyants, et d'ailleurs son père et son grand-père avaient composé des cantiques qui sont toujours aujourd'hui chantés dans les églises en Angleterre. Très jeune, elle est devenue orpheline de père puis de mère. C'est donc l'une de ses grandes sœurs, appelée Lou, qui s'est occupée d'elle. May Daniels avait 4 sœurs, mais aussi 4 frères, dont Harold, dont elle était très proche. May Daniels a vécu une enfance somme toute heureuse. Elle était décrite comme une enfant très gaie, puis comme une jeune fille très investie, qui avait été touchée par les malheurs de la Première Guerre mondiale et qui très vite a choisi de consacrer sa vie à s'occuper, à soigner les autres. Elle a entrepris des études d'infirmière, qu'elle a réussi brillamment. Elle était réputée pour assister les chirurgiens même dans les opérations les plus difficiles, là où d'autres tombaient dans les pommes, et bien elle réussissait bravement à rester, à soigner, à tenir la main parfois de ceux dont personne ne voulait. Une anecdote avait été racontée par l'un de ses anciens patients, un grand homme à la peau noire que personne ne voulait soigner et qu'elle a gentiment aidé, soigné, à tel point qu'ils ont fini par se lier d'amitié. Tous les témoignages convergent vers une jeune fille de bonne moralité. Elle était décrite comme rêvant au prince charmant. Elle rêvait d'ailleurs d'un prince égyptien. On ne lui connaissait pourtant aucune liaison. Elle se contentait beaucoup de sortir avec ses amis, notamment son amie Gladys McCarthy, qu'elle ne connaissait pas depuis très longtemps, mais avec qui elle entretenait de très bons rapports, étant toutes les deux infirmières au City Hospital de Birmingham. Elle aimait beaucoup aller au bal, elle aimait beaucoup aller au théâtre, elle était vive et joyeuse, et tout le monde est formel. Elle n'avait aucun vice qui aurait pu l'amener à se droguer ou à vouloir disparaître volontairement ou à se retrouver dans une situation qui la dépassait. Alors, que s'est-il passé? Comment cette jeune fille de bonne moralité s'est retrouvée à Boulogne-sur-Mer? Pourquoi? Les investigations se poursuivent et malgré la bonne volonté des témoins, l'enquête piétine. L'autopsie a permis de faire des constatations qui n'avaient pas été vues auparavant, mais aucun coupable n'est trouvé. Devant la difficulté de faire revenir Gladys McCarthy ou de la faire témoigner, devant l'absence de nouveaux éléments, le juge Rosé finit par se dessaisir de l'affaire au profit d'un nouvel enquêteur, Montmessin. Montmessin est jeune et dynamique et il se dit que, en reprenant l'affaire de zéro, en réécoutant les témoignages des différents protagonistes, il va peut-être trouver un nouvel élément à côté duquel son prédécesseur serait passé. C'est peine perdue. Malgré la meilleure volonté, Montmessin fait chou blanc. Et en octobre 1927, soit seulement quelques mois après la découverte du corps de May Daniels dans ce bosquet près de la colonne, l'affaire est classée. L'enquête est terminée. Est-ce la fin? On va continuer à réfléchir un petit peu aux éléments et on va se positionner un petit peu plus loin sur le quai
pour la suite de l'histoire. Parce que là, il y a des nouveaux éléments. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'elle était déjà venue à Boulogne? Est-ce qu'elle était déjà venue à Boulogne-sur-Mer? Pas à ma connaissance. Non. En juin 1930, une dame dénommée Pilven entend une querelle chez ses voisins. Curieuse, elle tend l'oreille. Sa maison se trouvait dans le quartier d'Henryville, à la limite entre Boulogne-sur-Mer et Le Portel. Son voisin s'appelait Élie Prudhomme. Il entend la femme d'Élie Prudhomme dire à son mari « Je te préviens, je vais le dire, mi, que c'est qui a tué l'Anglaise ?» Effarée, l'affaire ne remontant qu'à 3 ans, elle est encore présente dans tous les esprits à Boulogne, elle se rend directement auprès des policiers où elle explique ce qu'elle a entendu. Prudhomme étant connu très défavorablement de la police, il se précipite dans la maison, qu'il fouille, et on ne trouve rien de probant, si ce n'est une montre en or. Mais la famille de May Daniels atteste que cette montre n'appartenait pas à la défunte, et d'ailleurs la femme de Prudhomme parvient à fournir une preuve d'achat. Ce qui est assez intriguant, c'est qu'au moment de la disparition de May Daniels, ce Prudhomme vivait sentier d'Odre, c'est-à-dire une rue aujourd'hui disparue qui remontait vers la colonne Napoléon depuis le centre-ville. Il n'est pas inquiété puisque aucune preuve n'est retenue contre lui. On pourrait se dire que l'affaire est classée pour de bon. D'ailleurs, c'est ce qu'on a longtemps cru. Mais grâce au progrès technologique et notamment à l'arrivée d'Internet, il est possible maintenant d'obtenir des éléments que les enquêteurs à l'époque n'ont pas pu avoir et que même ceux qui se sont intéressés à nouveau à l'affaire, notamment Maître Normand, l'avocat boulonnais à Boulogne-sur-Mer, qui a d'ailleurs produit l'ouvrage qui m'a permis de connaître cette affaire dans les années 80, eh bien, quand on lit la chronique consacrée à l'affaire May Daniels, qui s'intitule « Une nurse disparaît », l'affaire reste un mystère non élucidé. Or, il y a quelques années, en compagnie d'une collègue guide, nous avons trouvé des éléments en ligne en fouillant la presse, non pas des années 20, mais des années 30. Et comme aujourd'hui, la presse consacrée aux affaires criminelles avait beaucoup de succès, et un magazine en particulier, Le Nouveau Détective, qui est toujours édité aujourd'hui, nous a permis de trouver des éléments particulièrement intéressants et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir donner une fin, donner une solution à cette affaire. Dans un article d'une édition du Détective de 1936, on lit les écrits d'un journaliste. Celui-ci raconte que peu de temps auparavant, il aurait été approché par un de ses contacts, un de ses indiques, un de ces hommes qui parfois fournissent des bonnes affaires aux journalistes en échange de petits services. Et celui-ci est donc venu trouver le journaliste du Nouveau Détective en lui expliquant qu'il avait peut-être quelque chose pour lui et qu'à l'hôpital Lariboisière,
un homme quasiment mort l'attendait et avait besoin de lui parler. Il s'est donc rendu, un peu curieux de ce qu'il allait entendre, à l'hôpital Lariboisière, et il a trouvé dans une grande salle commune, tout au fond, un homme exsangue qui, visiblement, n'en avait plus pour longtemps. Et l'homme, qui s'appelait Charles G, lui aurait demandé d'écouter un récit, mais lui aurait aussi fait promettre que si, par miracle, il survivait à ce coup de revolver qu'il s'était pris dans la poitrine à la terrasse d'un café parisien, le journaliste ne divulguerait pas le contenu de ses propos. Le marché était passé, et c'est là que Charles G s'est mis à table et a expliqué ce qu'il s'était passé une dizaine d'années auparavant, alors qu'à l'époque, il vivait toujours à Boulogne-sur-Mer et qu'il fréquentait une bande de margoulins avec lesquels il commettait divers forfaits, trafic en tout genre, vol, prostitution. Et en parlant de prostitution, leur bande était spécialisée dans une combine qui s'appelait la femme en Angleterre. La femme en Angleterre, c'était donc les petites amies de ces bandits qui s'arrangeaient pour trouver un Anglais peu scrupuleux prêt à épouser ces jeunes femmes pour qu'elles puissent avoir la nationalité anglaise contre une somme d'argent bien sûr et ensuite disparaître. Cela permettait aux jeunes femmes de pouvoir pratiquer la prostitution en toute légalité en Angleterre, car la prostitution n'était pas pénalisée, or les souteneurs, eux, risquaient gros. C'est pour cela qu'eux-mêmes restaient à Boulogne-sur-Mer. De temps en temps, les jeunes femmes revenaient à Boulogne-sur-Mer, donnaient la comptée, puis repartaient pour s'adonner à leurs activités. Dans cette bande de jeunes filles, il y en avait une qui était un peu plus jolie, un peu plus gracieuse que les autres et qui s'appelait Léa. Léa, c'était la petite amie du chef de la bande. Un jour, Léa a été approchée par un de ses clients, qui était un banquier. Et ce banquier lui a expliqué un embarras qui le préoccupait. Il avait mis enceinte une jeune femme. Et cette jeune femme, qui était visiblement très éprise de lui, il ne voulait pas qu'elle garde l'enfant, car lui-même n'était pas disposé à l'épouser. Alors, il est venu demander à Léa si elle connaissait, si elle avait une idée d'une manière ou d'une autre de la façon dont on pourrait s'occuper de ce problème, de cette jeune femme bien embarrassée par une grossesse non désirée. Faire ça à Londres, c'était trop compliqué. Les choses se sont reçues et on imaginait à l'époque qu'à Boulogne-sur-Mer, il y aurait peut-être plus de médecins peu scrupuleux, enclins à réaliser ce genre de pratique. En revenant à Boulogne-sur-Mer, Léa s'est donc entretenue avec le chef de la bande, Jules. Jules s'est tout de suite dit qu'il y avait de l'argent à se faire. Même s'il ne connaissait pas de faiseur d'ange, même s'il n'avait jamais trempé dans ce genre d'affaires, il aurait très bien pu... Il a voulu répondre favorablement, d'autant plus qu'il y avait peut-être moyen, après, de faire chanter le banquier. Le rendez-vous est pris. Ça se fera à Boulogne-sur-Mer. Juste après des pratiques abortives, hors de question que la jeune femme reste à Boulogne. Elle fera sa convalescence lorsqu'elle rentrera en Angleterre. Donc le meilleur moyen pour
Cette opération, c'était d'arriver par les bateaux où on ne présentait pas ses papiers et de repartir tout de suite quelques heures plus tard, une fois que l'avortement aura été réalisé. La bande cherche un médecin capable de réaliser cette opération. Il est très vraisemblable qu'il se soit adressé au prétendu docteur Soliman. D'ailleurs, celui-ci avait disparu de Boulogne quelques semaines, entre octobre et décembre. Or, ils font chou blanc et ne trouvent personne d'accord ni capable pour réaliser cette opération à Boulogne. Ce qui fait qu'ils vont jusque Paris. Et là, ils trouvent une matrone de leur connaissance qui a déjà réalisé par le passé ce genre d'opération et qui est disposée à venir en train. C'est ce qu'ils font. Ils la font venir en train dans l'après-midi du 6 octobre 1926. Le rendez-vous est donné dans le repère de la bande, qui est un café situé dans le quartier de l'Aiglon, au nord de Boulogne-sur-Mer, pas loin de la colonne Napoléon. Un café au-dessus duquel l'un des brigands avait une chambre. May Daniels et Gladys McCarthy sont venus jusqu'à la colonne Napoléon car vraisemblablement c'était l'endroit où on leur avait donné rendez-vous, où on leur avait demandé de se rendre. Un monument assez facile à trouver quand on ne connaît pas bien la ville. D'ailleurs, Charles explique dans son récit qu'il a vu le gardien de la colonne Napoléon et qu'il s'est dit à ce moment-là, mince, il va tout faire capoter, parce qu'ils attendaient avec son complice dans une voiture un peu plus loin. Peu de temps après, les jeunes filles ont suivi les gars de la bande et se sont retrouvées toutes les deux au-dessus de ce café, près de la colonne Napoléon. Gladys McCarthy a été placée dans une chambre contiguë à celle où allait se passer l'opération. Et là, May Daniels, cette jeune femme de 20 ans, innocente, et dans un pays qu'elle ne connaissait pas, avec des gens qu'elle ne connaissait pas, qui n'avaient pas forcément l'air très bienveillants envers elle, s'est mise à paniquer. Elle s'est mise à hurler, elle s'est mise à paniquer, et elle a même perdu connaissance. Gladys McCarthy, dans la pièce d'à côté, entendait tout ce qui passait, entendait les cris. Elle était terrorisée, elle était tétanisée. Gladys McCarthy était donc venue accompagner son amie. Au moment où la matrone a commencé à œuvrer avec ses instruments, une hémorragie s'est produite. Et malgré toutes les tentatives, l'opération a échoué et la vie quittait peu à peu May Daniels. C'est ainsi que le plus costaud de la bande est venu serrer son cou et l'a donc achevé en l'étranglant. On a amené Gladys McCarthy, toujours selon les dires de cet homme moribond sur son lit d'hôpital, au chevet de son ami décédé. Imaginez la terreur, imaginez l'angoisse, la culpabilité. Les gars de la bande l'ont menacée, lui ont dit que si jamais elle parlait, ils lui feraient subir le même sort. Ils lui ont donné une version à donner à la police, celle de May Daniels qui serait partie vers les toilettes et qui n'en serait jamais revenue. Puis maintenant, on comprend mieux pourquoi Gladys McCarthy n'a jamais voulu revenir à Boulogne-sur-Mer. On imagine peut-être que la manière dont les choses se sont passées en Angleterre, la manière dont toutes les procédures ont échoué, évoque peut-être le fait que le banquier en question était quelqu'un d'influent, qui aurait pu
agir pour empêcher Gladys McCarthy de parler. Le boucher de la bande s'est occupé de couper les parties molles du bassin, les a jetés dans le port de Boulogne, et ensuite ils ont été abandonnés, le corps meurtri de May Daniels, dans ce petit bosquet, près de la colonne Napoléon, non loin du café, de la chambre où ils avaient officié juste avant. Et Gladys McCarthy a ensuite été renvoyée. Et c'est là qu'on imagine qu'elle a dû descendre par la rue de Beaumarchais, puis commencer à errer dans la ville où elle a rencontré Madame Allot. En tout cas, le récit se tient. Et même si l'affaire n'a jamais été réouverte, même si le cas n'a jamais été officiellement résolu, tout porte à croire que ce récit permet de porter un éclairage sur l'affaire May Daniels et la probable issue fatale qui a été la sienne. Une autre affaire criminelle a marqué la région de Boulogne dans les années 20. Cette bande serait également liée, d'après les dires de Charles, l'affaire de Madame Wilson, retrouvée morte sur un terrain de golf au Touquet. Mais ça, c'est une autre histoire. Lorsque j'ai découvert ce récit, très bien mis en valeur par Maître Normand dans ses chroniques, je me suis investie en quelque sorte d'une mission et j'estime accomplir cette mission aujourd'hui en continuant à raconter son histoire et en essayant de lui rendre justice pour qu'on sache qu'effectivement May Daniels, ce n'était pas une jeune fille de mauvaise vie, c'était juste une jeune fille tombée amoureuse de la mauvaise personne qui s'est retrouvée dans une histoire qui l'a dépassée dans cette ville qu'elle ne connaissait pas, avec une issue que vous connaissez maintenant. Un jour, je suis allée sur sa tombe, d'ailleurs j'y suis retournée à plusieurs reprises, car elle est enterrée au cimetière de 8000. Et si vos pas vous mènent jusqu'à ce cimetière, vous finirez au gré de votre promenade par tomber sur la tombe qui porte l'inscription In Loving Memory of May Daniels. J'espère que l'histoire vous aura plu. Sachez que rien n'a été inventé. Tout ce que je vous ai expliqué s'est vraiment passé. Et qu'il est important, presque 100 ans après la mort de May Daniels, de continuer à penser à elle. Car cette histoire, dont aujourd'hui plus personne ne parle, a fait partie des annales criminelles de la ville de Boulogne-sur-Mer. Alors c'est intéressant de continuer à en évoquer le souvenir. Je vous remercie pour votre attention. Pas quoi dire.